Bonsoir à tous. Il est 18h02 et c'est un grand plaisir que de vous accueillir à tous à ce webinaire spécial de l'Académie internationale d'hématologie clinique IACH. Cela fait partie de nos activités francophones à destination des collègues en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique du Nord et tous les collègues francophones. Je m'appelle Mohamed Moti, je suis professeur d'hématologie à l'Université Sorbonne, hôpital Saint-Antoine à Paris. Et c'est un grand honneur et plaisir d'accueillir deux grands experts français dans le domaine du myélome, à savoir mon ami Jean-Marc Schiano de Colella, hématologue à l'Institut Paoli Calmette. Avec Jean-Marc, on a passé quelques années ensemble, beaucoup de bons souvenirs. Et puis le docteur Arthur Bobin, qui est hématologue au CHU de Poitiers. Et ce sont deux centres extrêmement actifs dans le domaine du myélome. Et l'idée, c'est de partager aujourd'hui la pratique et l'expérience de nos collègues, mais aussi en fonction de vos questions, de discuter différents aspects. Et le titre du webinaire, comme vous avez remarqué, c'est les traitements de la rechute du myélome multiple en dehors de l'immunothérapie. Et pourquoi on a précisé ça? Parce que vous savez qu'il y a quand même un engouement, une sorte d'enthousiasme débordant pour tout ce qui est immunothérapie. Et cela est largement justifié, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, largement justifié. L'immunothérapie est quand même une véritable révolution en hématologie, mais aussi en cancérologie au sens large, hein. Les CAR-T-cells, aujourd'hui même, vont peut-être révolutionner le traitement des maladies auto-immunes réfractaires ou résistantes. La plateforme des anticorps bispécifiques dans le myélome, dans le lymphome, dans la leucémie aiguë lymphoblastique et au-delà sont en train de transformer l'histoire naturelle de toutes ces maladies. Néanmoins, il y a d'autres molécules, il y a d'autres approches, d'autres médicaments qui sont développés. Et puis, pour ne pas être accusé en disant vous ne parlez que d'immunothérapie à l'IACH, on s'est dit, on va organiser cela avec les collègues et Jean-Marc et Arthur ont gentiment accepté de se prêter à cet exercice. Voilà, alors c'est une émission comme toujours en live, interactive et donc vous êtes les bienvenus à poser vos questions et je ferai de mon mieux pour les partager avec nos deux experts. Voilà, donc Jean-Marc, bonsoir, Arthur, bonsoir. Et puis, ma première question avant de parler de la rechute, parce qu'il veut bien démarrer par le début, parce qu'on sait que c'est le traitement de la première ligne qui va conditionner en fait beaucoup notre approche en matière de rechute. Donc j'aimerais vous écouter à tous les deux dans vos centres respectifs. Quelles sont vos pratiques aujourd'hui en matière de première ligne de traitement, que ce soit le sujet jeune éligible à la greffe, mais aussi le sujet âgé ou moins jeune, non éligible à la greffe, ou en tout cas à qui on ne va pas proposer une chimiothérapie haute dose et une intensification chimiothérapique. Et puis, je vais commencer au bénéfice de l'âge avec Jean-Marc, Arthur. J'aurais pu commencer par ordre alphabétique, mais bon, voilà. Allez, comme Jean-Marc, il apparaît le premier sur mon écran, allez, Jean-Marc, à toi. Merci Mohamed. Bonsoir à tout le monde, hein, et merci de venir assister à cette petite discussion ce soir. Donc, bon, je m'appelle Jean Marciano, vous le savez. Moi, je suis hématologue à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Alors, dans le traitement de première ligne, nous, on est très classique, hein, et on aime bien être homogène le, le plus régulièrement possible. Donc, chez les sujets en âge de recevoir une autogreffe, on fait une induction que je pense qui est classique, un peu reconnue, c'est le daratumumab velcade Revlimid dexaméthasone. Après, on intensifie bien sûr avec l'autogreffe. Après, théoriquement, il y a une consolidation également avec du DVRD. Alors, on a pris un parti, nous, à la fois pour correspondre à certains essais thérapeutiques,
notamment de maintenance, et à la fois parce que meilleure est la réponse avant l'autogreffe et également meilleur est le suivi après. On fait les 2 cures de consolidation avant l'autogreffe, donc ce qui fait qu'on reste sur 6 DVRD autogreffe et après une maintenance avec du lévnanélidomide, classiquement 3 ans. On va mettre au moins 3 ans. On a tendance à le faire jusqu'à reprogression chez les sujets qui ont des facteurs pronostiques cytogénétiques péjoratifs, chez les sujets de haut risque. Quant au sujet qui ne peut pas bénéficier d'une autogreffe, alors bon, la littérature a elle été très abondante sur les quadruplettes cette année, avec un anti-CD38, un inhibiteur du protéasome, du nénaïdomide et de la dexaméthasone. Donc, on a commencé à faire ça en restant quand même assez classique avec, l'énorme majorité des cas, avec du DVRD également. Alors après, reste la grande question sur la durée du Velcade, hein. Selon les études, ça a été très, très, très hétérogène. Donc, on reste sur un schéma euh, plutôt Céphéus dans la durée, c'est-à-dire 6 mois de Velcade, et puis après, on reste sur du DRD en maintenance. Mais chez les sujets de moins de 80 ans, vu que les études ne portaient pas au-delà, et même dans le Céphéus qui était censé euh, être abordable au sujet de plus de 80 ans, en fait, il n'y en avait pas dans l'étude. Donc, Alors, j'ai bon, juste une après, précision pour les collègues, parce qu'en plus, ce n'est pas approuvé, je tiens à le préciser. oui, tout à fait. Cepheus, c'est l'étude randomisée qui a comparé chez le sujet non éligible, ou en tout cas qui ne veut pas recevoir une greffe, le VRD, bortezomib, lénaludomide, dexaméthasone, au daratumumab VRD. L'étude a été rapportée au dernier congrès de l'IMS à Rio de Janeiro fin septembre. Elle n'est pas encore publiée, mais on a son équivalent avec un autre anti-CD38 qui, elle, est publié et approuvé par la FDA à ma connaissance, qui est l'étude IMROSE, isatuximab VRD versus VRD. Je tenais à le préciser parce que on utilise dans notre milieu beaucoup de sigles et d'appellations extrêmement attractives, mais parfois, c'est pas toujours évident. Pardon, donc Jean-Marc. Merci Mohamed pour les précisions. Oui, c'est vrai que j'ai été un peu, j'utilise un peu trop de ces sigles. Voilà, bon, pour le sujet de plus de 80 ans, on reste sur du daratumumab, brève limite dexaméthasone classique. Après, chez les sujets très âgés, unfit, on garde, bon, et qui veulent rester plutôt à la maison, on a tendance à faire que du Revlimid dexaméthasone, voilà, chez ces patients-là. Donc voilà pour l'attitude marseillaise. Donc je laisse la place à Monsieur Bobin de Poitiers. Bonsoir à tous. Euh, pas beaucoup de surprises, hein. Je vais être plutôt concordant avec Jean-Marc. Nous, à Poitiers, en induction pour les sujets jeunes, donc petit débat sur l'âge, hein, pour lesquels on propose l'autogreffe, mais on va dire 65-70 ans, on fait un schéma de type Perseus, donc avec une induction par DARA-VRD. Comme Jean-Marc, on fait 6 cycles d'induction avant la greffe. Et petite particularité Poitvine, on fait quand même les 2 cycles de consolidation post-greffe. Donc je crois qu'il n'y a pas énormément de centres qui font ça quand on en discute. Et en maintenance, sur la base de Perseus, justement, on s'est mis à faire du Dara-Rêve maintenance. Alors, on ne le fait pas depuis très longtemps, hein, puisque ça fait pas très longtemps qu'on a les données de la maintenance là-dessus. Voilà, après en avoir discuté avec le professeur Leleu, on s'est dit qu'on allait mettre en place cela. Mais sinon, auparavant, on faisait du Revlimid de maintenance 10 mg et pendant 3 ans, avec quelques patients qui l'ont jusqu'à progression, comme le disait Jean-Marc. Et pour les patients donc non éligibles à la greffe, vu les derniers essais qui ont porté les quadruplettes, on s'est également mis à instaurer la quadruplette avec anti-CD38 VRD. Et là, le choix de l'anti-CD38, parfois, peut différer un peu. On fait un peu d'isatuximab, étant donné que le professeur Leleu avait porté l'essai bénéfice pour l'IFM également. Et sur le Velcade, alors on est sur du Velcade hebdo, hein, nous, pour les patients un peu plus âgés. Et sur la durée du Velcade, par contre, je me rapprocherai plus de Jean-Marc. On fait plutôt 6 mois. On va pas poursuivre le Velcade trop longtemps non plus, voire même on le réduit assez rapidement, hein, même en J1, J15 si on a des signes de neuropathie périphérique qui apparaissent. Et puis après, on va poursuivre avec la triplette après 6 mois, anti-CD38 Revdex,
jusqu'à progression. Et là, pareil, on s'arrête à 80 ans, hein. Nous, on a mis notre cut-off à 80 ans. Alors, des exceptions sur des patients qui seraient peut-être très, très en forme, mais sinon, plus de 80 ans, on va rester classique sur le schéma type Maya, DRD. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de rêve d'ex seul. C'est vrai que voilà, on fait plutôt du DRD ou alors quelques VRD de temps en temps, un schéma qui reste intéressant, je trouve. Donc, Alors, il faut croire que la force des marques est terrible, hein, parce que tout le monde parle de Revlimid. En fait, on parle bien de oui. lénalidomide, mais c'est pas grave, c'est devenu un générique maintenant. Mais c'est quand même la puissance des marques qui est illustrée, y compris en médecine, c'est pas uniquement dans le monde commercial. Alors, merci à vous deux. Alors, c'est pas l'objectif, la première ligne, mais si j'ai posé cette question sur le traitement de la première ligne, c'est pour vous entendre dire, et vous avez joué le jeu, qu'en réalité, très rapidement, dès la première ligne, les malades vont être exposés au moins à trois classes de traitement. Un anti-CD38, que ce soit daratumumab ou isatuximab, peu importe, un IMID, en général c'est le lénalidomide, un inhibiteur du protéasome, en général c'est le bortezomib, même si on sait qu'il y a beaucoup d'engouement, notamment chez les malades de haut risque, pour le carfilzomib, même s'il n'est pas approuvé dans cette indication, mais il faut reconnaître que l'étude IFM française MIDAS avait quand même utilisé isatuximab, carfilzomib, lénalidomide, dexaméthasone avec d'excellents résultats et notre ami Aurore Perrault avait rapporté cela déjà, pareil au même congrès de l'IMS à Rio de Janeiro. Donc, globalement, très vite, les malades sont exposés à trois classes de traitement. Donc, on a globalement, et en plus, s'ils reçoivent un traitement continu tel que Arthur vient de le citer, par exemple, une doublette en entretien, très vite, on risque d'avoir non seulement euh, triple classe exposée, mais même triple classe réfractaire éventuellement. Même si pour l'inhibiteur du protéasome, c'est toujours un peu, je dirais, délicat. On n'a pas vraiment des malades souvent réfractaires parce qu'on arrête le bortezomib du fait du risque de neuropathie périphérique. Alors du coup, chez ces malades, j'aimerais bien à nouveau, là, cette fois-ci, vous entendre le traitement de la première ligne, de la première rechute. Quelles sont aujourd'hui vos approches? Parce que, bon, je ne pense pas qu'on est encore à l'ère de l'immunothérapie en première rechute, et puis il y a quand même pas mal de belles études. Jean-Marc? Ah, c'est pas les jeunes cette fois-ci en premier? Bon. Ah bah, si tu veux, hein, Arthur, tu te dévoues? Bah oui, allez. Allez, va. Euh, Moi, je trouve que la deuxième ligne, bah, étonnamment, ça s'est assez complexifié récemment, puisqu'avant, on se basait surtout sur le statut lénalidomide réfractaire ou non. Et donc, on pouvait proposer anti-CD38 lénalidomide, c'était l'essai Pollux. On pouvait proposer anti-CD38 carfilzomib, c'est l'essai Candor et Ikema. Et comme vous le disiez, professeur Motti, aujourd'hui, on a des patients qui sont au moins double réfractaire anti-CD38 et Revlimid. Et donc, on a du mal à trouver une bonne association. Et donc là, nous, on a vu la réémergence, la réapparition d'un schéma KPD, carfilzomib, pomalidomide, dexaméthasone. Il n'y a pas de phase 3 hein, si je ne m'abuse, hein, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de phase 3 qui a validé ce schéma. Il y a une phase 2. Il y a même un essai, c'était Aurore Perrault qui l'a publié avec du carf hebdomadaire. Nous, dans les modalités, on est carfilzomib hebdo, hein, 56 mg mètre carré. Et donc, on a fait de plus en plus du KPD pour les patients en première rechute quand ils étaient réfractaires à un anti-CD38. Et c'est vrai que avec toutes les immunothérapies qu'on a un peu plus tard, les immunothérapies anti-BCMA, les CAR-T, les bispécifiques, je trouve qu'il y a un côté un petit peu frustrant actuellement de la deuxième ligne. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marc. Et nous, on fait pas mal de KPD, mais un peu par force des choses, en fait. Ben, c'est la rançon du succès, hein, c'est-à-dire avant on n'avait qu'une seule molécule, après il y en avait deux, après il y en avait trois, maintenant il y a les quadruplets, donc forcément plus on multiplie les molécules au départ, et ben plus les patients sont soit exposés, soit résistants à ces molécules, donc il faut faire avec. Ben, le KPD c'est une excellente, c'est un excellent moyen de traiter les patients en deuxième ligne, hein. Alors je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de vrais essais randomisés. C'est d'ailleurs la seule combinaison, je crois, où il n'y en a pas. Alors, il y a des essais de phase 2, il y a un essai, je crois, de l'EMN où il y a une pseudo-randomisation, mais c'est sur un profil de patient très particulier qui devait déjà être, je crois, inclus dans un premier protocole.
avant celui-là. Mais, mais bon, ça reste une bonne association quand même. C'est surtout le cas, je crois, qui donne beaucoup d'avantages à cette combinaison-là. Mm. Après, il y a des profils patients, je crois il y en a beaucoup. On n'est pas forcé d'être réfractaire aux deux drogues, hein. On peut être soit réfractaire à l'une des drogues. Alors, chez le sujet jeune, sera plutôt réfractaire au Revlimid quand on l'est. Donc, ça fait qu'on peut utiliser à ce moment-là des anti-CD38 par la suite, hein. Donc, après, bon, comme tu l'as dit, c'est l'IKD. Et voir le DKD, c'est pas forcément le même profil patient, mais les deux protocoles donnent d'excellents résultats. Chez les sujets âgés, ce sera peut-être plus l'anti-CD38 qui sera réfractaire, parce que pour des raisons de tolérance, quelquefois le Revlimid est arrêté un peu avant. Et donc à ce moment-là, on rentre dans toutes les combinaisons à base de carfilzomib. Donc ça s'est complexifié parce que on met beaucoup de molécules avant et donc forcément on devient réfractaire à ces molécules et on en a un peu moins derrière. Mais je crois que là, dans les guidelines, on se rejoint tout à fait. Et j'avais une Oui, question pour toi, oui, Jean-Marc. vas-y. Euh, Justement, toi, sur la posologie du carfilzomib, on sait qu'il y a toujours un petit peu débat. Et comment tu te positionnes là-dessus, toi? Hebdomadaire et 70. 70. Alors, justement, je vous rejoins, vous avez parlé du KPD, carfilzomib pomélyde dexaméthasone, qui est également très populaire aux États-Unis. Et effectivement, il y a eu des études de phase 2, il y a beaucoup d'études rétrospectives. D'ailleurs, il y en a même une en cours en France sous l'égide de l'IFM. Donc, si vous avez des observations, il faut les rapporter, s'il vous plaît. Néanmoins, par exemple, si je vous titille un peu quand même, parce que pour être un peu équilibré vis-à-vis de toutes les options possibles, un malade qui a été greffé, qui a reçu l'énalidomide en entretien, vous avez, Jean-Marc l'a mentionné, il n'est pas réfractaire, ce malade, à un anti-CD38. Vous avez les options anti-CD38 plus carfilzomib dexaméthasone, que ce soit daratumumab ou isatuximab. Il n'est pas réfractaire au pomalidomide. On a les options Dara-Pomdex et les options Isatuximab-Pomdex. Et puis, notre collègue Caroline Jacqui de Belgique, et je salue tous nos amis belges qui nous écoutent ce soir, qui nous rappelle, à juste titre, qu'il y a aussi le KCD, carfilzomib, cyclophosphamide, dexaméthasone, qu'on pourrait imaginer chez les malades plutôt âgés, plutôt frails, et puis dans des endroits où pomélidomide n'est pas forcément accessible parce que je crois que chez nous, bon, on n'a pas beaucoup de soucis, mais sous d'autres cieux, c'est un peu plus difficile l'accès au pomélidomide, hein. Je pense à nos collègues en Afrique du Nord et ailleurs. Qu'en pensez-vous de ces combinaisons à base d'anti-CD38? Alors, bien évidemment, s'ils sont réfractaires parce que Arthur leur a donné la doublette en continu, c'est une autre histoire. Bah, nous, on fait encore beaucoup d'anti-CD38 KD, hein. Après, il faut toujours faire attention quand on compare les études. On fait un peu plus d'associations à base de CARF que de POMA, parce que c'est vrai que les résultats dans les essais sont quand même meilleurs que les essais qui sont basés sur le POMA, avec isatuximab, pomalidomide, dexaméthasone, par exemple. Les PFS, c'est plutôt aux alentours de 11-12 mois pour les essais à base de POMA, et plutôt aux alentours de 30 mois avec les essais à base de CARF, même si c'est pas tout à fait les mêmes populations, c'est sûr. Donc oui, évidemment, il y a une grosse place encore pour ces associations. Quand on n'est pas réfractaire à un anti-CD38, à soit ajouter du carfilzomib, soit ajouter du pomalidomide. Personnellement, j'ai fait pas trop de KCD, mais c'est vrai que ça reste une option qui est tout à fait intéressante. Après, c'est vrai qu'avec le cyclophosphamide, toujours faire attention aux cytopénies, peut-être bien adapter les doses, voir voilà, il y aura peut-être plus d'ajustements en termes d'hématotoxicité, mais sinon, c'est des options qu'on fait quand même en pratique courante, évidemment. Oui. Alors, tu as tout à fait raison, les populations ne sont pas les mêmes. Alors, d'un point de vue résultat brut, c'est certain que les anti-CD38, carfilzomib, sont largement Mm. supérieurs aux autres. Mais par contre, dans ces études-là, de mémoire, il n'y a qu'une trentaine de pourcents de patients qui sont réfractaires au lénalidomide. Et quand on va sur des protocoles comme le DPD ou le PID, on est à 80-90% de patients réfractaires au lénalidomide. Alors certes, les résultats sont un peu moins bons,
mais les populations ne sont pas les mêmes. Donc, ça peut rester des options valables. Après, pour parler du cas CD, nous, on n'en fait pas vraiment. On reste sur le carfilzomib seul à ce moment-là qui donne en monothérapie. En fait, je crois que le carfilzomib, c'est la seule drogue qui donne des résultats tout à fait bons, quelle que soit la ligne auquel on l'attribue, quoi. Et donc, on reste là-dessus, ce qui évite d'avoir des problèmes, voilà, de cytopénie, peut-être ce qui évite d'avoir une immunodépression un peu trop prononcé, alors que juste après, on va aller vers de l'immunothérapie. Donc, on reste sur du carfilzomib seul plutôt. Alors, il y a Alors, aussi le PCD, hein, bien sûr, qu'on n'a pas mentionné. Mais le alors et PCD, pour être complet, il y a le docteur Martin, notre collègue, qui dit le PVD. Donc, oui, allez-y jusqu'au bout de vos idées. Bah, PVD à l'AMM, pour le coup, Absolument. c'était l'étude. Pomalidomide, bortezomib, Ouais, dexaméthasone, tout à étude fait. optimisme. Optimisme. Bah, c'est sûr, que nous, quitte à faire du PVD, on fait plutôt du KPD, mais c'est vrai qu'on est obligé de le mentionner et c'est une association qui est à l'AMM et dont les résultats sont aussi intéressants à un moment donné où, de toute façon, on doit discuter patient par patient quel est le meilleur schéma à proposer. Donc voilà, PVD, un bon schéma également. oui, PVD, c'est un bon schéma. Et puis dedans, il y avait une population d'exposés ou même de réfractaires au pomalidomide qui était également très conséquent, hein. On était au Revlimid, pardon, qui était très conséquent. Alors, ne nous en veux pas si on dit Revlimid, Mohamed, à la place de Non, l'ex. non, je n'en veux pas à partir du Les moment où pharmacies les j'ai fait ma pharmacies précision. hospitalières aussi n'ont que du générique, hein, donc, On est dans un cadre académique, donc a priori, bon, voilà, on n'est pas, euh, on est dans le cadre de la liberté académique. Mais voilà, en général, quand je peux et quand on peut, c'est ce qu'on apprend maintenant aux étudiants en médecine, c'est préférer les DCI. C'est toujours plus sympathique. D'ailleurs, maintenant, il se passe tellement beaucoup de temps entre les études, l'utilisation compassionnelle des molécules qu'on connaît par leur nom DCI, que le jour où ils ont l'approbation, qu'ils ont un nom commercial, regardez par exemple daratumumab, c'est pas le nom commercial, On connaît même plus le nom. isatuximab. Vous voyez, bon, il y en a qui connaissent, hein, mais bon, je vais pas le prononcer. Mais l'isatuximab, en fait, c'est beaucoup plus populaire de parler en DCI, et c'est ce qu'on enseigne maintenant aux étudiants en médecine, vous le savez, dans nos services. Bon, bah là, très bien, vous avez couvert de manière remarquable la première ligne, qui a l'air d'être de plus en plus homogène entre les malades greffés, même s'il y a ce débat où, a priori, il y a une petite dissonance par rapport, faut-il faire une doublette d'entretien ou pas. En tout cas, la FDA américaine n'a pas approuvé le daratumumab lénaludomide en entretien. On verra ce que fera l'agence européenne et bien évidemment les agences françaises. On rechute, ça a l'air de se complexifier, mais il reste quand même en première ligne de rechute, en première rechute, quelques options quand même, des valeurs sûres, on va dire, hein. Ikema et Satuximab, carfilzomib, dexaméthasone, j'ai toujours été impressionné par une médiane de PFS de 41 ou 42 mois de mémoire. Condor, c'est pareil, 30 mois, c'est pas négligeable, hein. Euh, d'autant plus que ces protocoles-là, ils ne sont pas du tout impactés par la résistance au Revlimid. Qu'on soit Absolument, résistant comme absolument. Revlimid, on répond de la même façon. Donc ça, c'est... Absolument. Du coup, ça nous amène maintenant au scénario au-delà de la première rechute. Donc, deuxième rechute et au-delà. Et j'aimerais bien, à nouveau, c'est toujours la même question, mais au moins on a un cheminement logique et cohérent de l'histoire naturelle d'un malade myélome, parce que on a aussi, je suis ravi qu'on ait de nombreuses personnes de l'association des malades, de la F3M, qui nous écoutent, et je leur souhaite la bienvenue ainsi qu'à leur famille, et ils peuvent toujours compter sur l'énergie de tous les collègues pour essayer d'améliorer la situation des malades. Alors, donc deuxième rechute et au-delà, où nous en sommes dans vos centres respectifs. Et après, je vais vous challenger. Ouais, parce que là, la situation, elle est de plus en plus compliquée, là, parce que le nombre de molécules a considérablement diminué vu qu'on les a utilisées avant.
Alors, il y a toujours des molécules. Si par exemple on n'est pas réfractaire au lénalidomide, à ce moment-là, on peut toujours avoir une combinaison à base de lénalidomide. Si on n'est pas réfractaire ou si le patient, parce que tous les patients ont des parcours quand même singuliers, hein, ils ont tous des parcours un peu différents. Donc, s'ils ont été exposés aux anti-CD38 mais qui ne sont pas réfractaires, on peut toujours les utiliser à ce moment-là. Et il y a les drogues qu'on n'a pas utilisées en deuxième ligne. Par exemple, si on a fait de l'IKD ou du DKD, à ce moment-là, le pomalidomide reste une molécule de choix pour cette ligne-là. En dehors de ça, même si tu nous as dit qu'il ne faut pas en parler, il y a toujours le débat à l'heure actuelle sur les carticelles. Ah non, non, j'ai jamais dit qu'il faut pas en parler. Je dis qu'on a fait cette émission parce que on parle beaucoup d'immunothérapie et pas d'autres. Donc, du coup, je Ouais. voulais élargir le débat. Non, non, je n'ai jamais interdit quoi que ce soit, les amis, hein. Les carticelles, est-ce qu'on peut les utiliser à ce niveau-là? Après, deux lignes, hein, sur les reports, les carticelles de type Abecma, ça donne des PFS tout à fait satisfaisantes, hein, mais probablement meilleures que les autres en troisième ligne. Donc, c'est à considérer aussi. Euh, Donc là, tu fais référence, Jean-Marc, à l'étude Karma 3, qui est une étude de phase 3 randomisée selon les règles de l'art, qui a utilisé effectivement l'IDCEL, qui est un carticelle anti-BCMA qu'on utilise largement en France et qui d'ailleurs, je suis heureux d'annoncer, puisqu'on a eu l'information, ça a été diffusé publiquement il y a quelques jours, qu'il est officiellement remboursé maintenant par la solidarité nationale et c'est quand même quelque chose, un événement important, même si effectivement on n'a jamais eu des difficultés d'accès pour les malades. Aucun malade, à ma connaissance, n'a pâti du fait que le remboursement officiel n'arrive que tardivement. Donc Karma 3, et puis on a Cartitude 4, puisqu'on parle des carticelles avec le Siltacel, qui donne des résultats remarquables, même si on n'a pas accès au Siltacel aujourd'hui. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'y a pas accès. Et ce remboursement, comme tu l'as dit, je tiens à dire que le prix il a considérablement diminué entre l'accès précoce. Non, mais c'est important de le dire aussi, hein, où il a quasiment perdu 100 000 euros, hein, entre l'accès précoce et même si et l'AMM actuelle, même si ça reste quand même très onéreux, hein, on est aux alentours des 250 000 euros pour la Beckman. Mais c'est bien qu'il y ait eu quand même cette négociation de prix vue à la baisse. Parce Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des prix. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis toujours reconnaissant à la solidarité nationale de prendre en charge quand même ces traitements. Ce n'est pas le cas dans tous les pays et beaucoup de collègues peuvent en témoigner. Mais on pourra faire une autre émission sur le prix des médicaments une autre fois. Donc, Carticel, mais d'autres options. Arthur. Bah, si on suit le parcours de notre patient là en deuxième rechute, comme le disait Jean-Marc, il est probablement triple réfractaire, au moins il est triple exposé, voire même plus. On a très envie de changer un peu de mécanisme, ou au moins de changer de cible, donc on veut lui proposer un anti-BCMA. Moi, c'est ce vers quoi je m'orienterai. Et si on en suit les données actuelles, plutôt un CAR-T en premier, puisque probablement on pourrait proposer un anticorps bispécifique par la suite, ce qui n'a pas l'air d'être le cas selon les données qu'on a actuellement, hein, dans la fameuse séquence, qui demande encore un petit peu plus de précision, mais on sait que probablement le CAR-T le plus tôt possible, mais va se poser la question, ça va nous amener à la question de la bridging thérapie, puisqu'on sait que le CAR-T, on va pas pouvoir le donner tout de suite, il va falloir quand même un petit peu de temps, de production, d'aphérèse, etc. Enfin, vous me tendez la perche là pour vous demander quelles sont les limitations qui empêcheraient l'accès au carticelle éventuellement. Quelles sont les contre-indications? Parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas 100% des malades qui peuvent y avoir accès pour des raisons médicales diverses et variées. Et quelles sont les alternatives avant même de discuter du bridging, je dirais. Mais bien évidemment, le bridging est un sujet majeur. Moi, je pense que les CAR-T, c'est un profil patient. Les contre-indications qu'on va avoir, les red flags, un peu si je puis dire, ça va être, je pense quand même l'âge. Nous, on a tendance à pas le proposer au-delà de 80 ans tout de même. Mais attention, moi j'aime bien préciser que le patient CAR-T, c'est pas forcément le patient qui était éligible à l'autogreffe.
Ça, je pense qu'il faut quand même le signifier. On propose des CAR-T à des gens qu'on avait considérés pas éligibles à l'autogreffe. Quand même une toxicité qui est un peu moindre, mais au-delà de 80 ans, ça me paraît un petit peu difficile. Et après, on va surtout regarder la fonction rénale, très importante. C'est pas une contre-indication en soi au CAR-T-cell, mais par contre, ça peut gêner la lymphodéplétion, qui est très importante, et notamment la fludarabine. Et puis aussi, je pense que le CAR-T, c'est également une opportunité pour un patient qui aurait une rechute, je pense, qui est pas trop aiguë, pas trop brutale. Ce que je le disais, il y a quand même un temps, même si ces temps de manufacture se sont quand même raccourcis, je pense que ça va plutôt s'adresser à un patient qui a une rechute biologique, peut-être un peu plus lente. Et donc voilà, moi, mes grands paramètres, ça serait quand même l'âge, la fonction rénale, et puis une rechute peut-être pas trop symptomatique, pas le patient avec une hypercalcémie à 4 qu'il faut traiter très très rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça serait Donc, mes malgré grands. tout l'enthousiasme, tu as quand même une proportion significative de malades qui ne peuvent pas y avoir accès. Est-ce que l'air marseillais, ou en tout cas la Méditerranée, change quelque chose à l'accès au carticelle, Jean-Marc? Est-ce que c'est beaucoup plus large, plus vaste? Non, l'iode est le même, hein, je pense, à ce moment-là, parce que Arthur, lui, il est originaire de La Rochelle, donc il sait ce que c'est l'iode, hein, mais Alors, non, non, puisqu'on parle de géographie, je tiens à saluer, on a une collègue francophone qui vous écoute de Tirana en Albanie. Alors, oh, c'est vous dire que vous allez devenir très populaire, les amis. Bonjour à lui. À elle, Ah, le docteur euh, Perola. oui, non, les carticelles, c'est quand même un traitement qui est beaucoup plus accessible que l'autogreffe, hein. L'autogreffe, c'est de la chimiothérapie haute dose que l'on balance, et puis après, il y a toutes les complications de cette chimiothérapie en termes de mucite, les risques infectieux qui sont immédiats, la neutropénie, enfin l'aplasie, hein. Donc c'est un traitement, et tout ce qui est support, point de vue cardiaque, rénal, tout ce que demande cette thérapie intensive, donc c'est quand même limité à un certain nombre de patients. Les carticelles, l'ouverture est beaucoup plus large parce que le traitement n'est pas une chimiothérapie lourde, c'est un traitement qui se veut immunosuppresseur, donc il y a moins d'aplasie, mais il y a quand même une immunodépression profonde, donc il faudra faire attention aux infections, mais les sollicitations de l'organisme sont moindres. Alors, comme le disait Arthur, la fludarabine, elle n'est pas du tout conseillée, voire même elle est contre-indiquée pour une certaine clairance de la créatinine. Donc, ça fait que dans tout ce qui a été fait comme essai thérapeutique, théoriquement, on ne peut pas descendre au-delà d'une certaine clairance, hein. Ça, c'est certain. Je pense que les paramètres cardiaques sont aussi à prendre en compte, hein, parce que quelqu'un qui a beaucoup d'antécédents cardiaques, une insuffisance cardiaque, des troubles, une cardiomyopathie quand même avancée, il y a dans les risques de supporter un CRS, c'est quand même, enfin un CRS, c'est un syndrome de relargage des cytokines, euh, c'est quand même un peu acrobatique. Donc peut-être chez ces patients-là, les carticelles ne sont pas la meilleure option, mais peut-être d'autres immunothérapies. Mais, euh, on, mais tout à fait d'accord, hein, c'est comme pour toutes les molécules, pour tous les médicaments. Il y a des contre-indications, il y a des précautions à prendre, et même si l'ouverture est beaucoup plus large pour les carticelles, euh, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors, non, non, mais je crois que c'est très bien. Les carticelles, c'est quand même un traitement remarquable, c'est une innovation majeure, et puis c'est un traitement unique une fois, et puis on a beaucoup de malades qui nous racontent à quel point ils sont heureux d'avoir pour la première fois dans leur histoire du myélome des périodes sans traitement. Mais comme vous le soulignez, bon, d'abord, ça guérit pas tout le monde malheureusement, il faut le reconnaître, même si les résultats sont très bons. Et puis, on a quand même ce pourcentage de malades qui ne peuvent pas les recevoir. Et en plus, ceux qui peuvent recevoir les carticelles, on est confronté à cette problématique de bridge, le pont. Alors on dit bridge, je ne sais pas pourquoi on refuse de dire le pont, parce que ça doit être moins élégant, moins chic. Donc on le dit à l'anglaise, le bridge, parce qu'il nous faut quand même 5 à 6, 7 semaines pour avoir les quartiers, même si en plus l'accès s'est beaucoup amélioré et les délais se sont réduits, mais il reste quand même minimum 4 semaines quand même. Tout à Euh, fait. C'est pour ça qu'il faut pouvoir le proposer le plus tôt possible au patient dans son parcours thérapeutique. Parce que cette notion de bridge est très importante. On sait maintenant qu'il ne faut pas arriver au carticelle avec une maladie évolutive.
et que tous ceux qui ont eu un bridge vont mieux. Donc, il faut qu'on ait des médicaments qui marchent avant pour pouvoir diminuer la masse tumorale, pour pouvoir faire que le patient aille mieux, hein. Il peut avoir aussi des comorbidités à côté de par le myélome. Il faut qu'il aille mieux avant les carticelles. Et quand on le fait un peu tardivement, on se retrouve face à des quintuples réfractaires. Et donc, le bridge est une vraie problématique, hein, comme le disait Arthur. Donc, en le faisant un peu plus tôt, ben, ça fait qu'on garde sous le coude des médicaments qui peuvent être euh, très, très efficaces sur le myélome, hein, pour pouvoir y parvenir. Quand on le fait par contre un peu plus tard, ben, à ce moment-là, soit on a des médicaments pour lesquels on sait que le patient n'est pas réfractaire, ou alors il n'en a pas reçu depuis longtemps. Quelquefois, il peut ne pas avoir reçu un médicament depuis 10 ans. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de le remettre dans le bridge. Ou alors, il faudrait qu'il y ait d'autres molécules. Alors, il y a des molécules qui ont eu une certaine approbation, comme le sélinexor, hein, qui était sorti de notre schéma de notre schéma thérapeutique, qui commence à y revenir maintenant. Il a eu son AMM, mais une AMM qui est quand même restreinte, hein. Elle est restreinte, le remboursement, il est restreint à après la quatrième ligne et utilisé en monothérapie, alors que paradoxalement, on sait que c'est un médicament qui est plus efficace en association et il est plus efficace quand il est donné avant. Alors effectivement, comme on l'a annoncé tout à l'heure pour la fixation du prix officiel de l'IDCEL, on a eu la bonne nouvelle il y a quelques semaines de savoir que le selinexor, qui est quand même un médicament oral, un inhibiteur X de la voie de signalisation XPO1, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une voie de signalisation majeure en fait dans la survie, dans la prolifération du plasmocyte. D'ailleurs, ça va au-delà du myélome, hein. Les inhibiteurs XPO1, c'est testé, c'est dans le lymphome, dans le cancer du sein, dans beaucoup de pathologies. Et donc, effectivement, le sélinexor, qui est un médicament oral, est maintenant largement disponible en France, facile de prescription. On va peut-être parler de ça. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle puisque ça vient se rajouter à cette armada thérapeutique que nous avons. Et alors, un petit mot pour qu'on soit quand même totalement équilibré et puis qu'on ait une vision globale de la chose, Arthur, les bispécifiques, parce qu'on a parlé des difficultés des carticelles, est-ce que on a la même chose pour les bispécifiques? Et je rappelle qu'en France, on a accès aujourd'hui, sans rentrer dans le détail du programme ou du schéma, mais accès au teclistamab et à l'elranatamab, qui sont deux anticorps bispécifiques anti-BCMA, B-cell maturation antigen, comme la cible des carticelles IDCEL, où tu positionnes ces bispécifiques. Et puis, ça nous permet de voir aussi comment on va positionner les médicaments hors immunothérapie, tels que le Sénexor dont vient de parler Jean-Marc. Alors, moi, déjà, je pense qu'il faut surtout pas opposer ces deux traitements que sont les CAR-T et les anticorps bispécifiques. Je pense que si le patient, comme le disait Jean-Marc, si on peut lui proposer assez tôt dans sa prise en charge et qu'il est éligible, hein, il vaut peut-être mieux s'orienter vers un CAR-T. Et puis, si on a une bonne bridging thérapie, si on peut contrôler sa maladie et qu'on peut se permettre d'attendre ces fameuses 6 semaines de production. Sinon, il faut s'orienter vers les anticorps bispécifiques. Et puis, comme pour les carticelles, hein, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Parmi les avantages, ben, c'est disponible de suite. Alors actuellement, on a l'elranatamab et le teclistamab, comme vous le disiez, en accès précoce, mais finalement, la demande se fait, enfin, en tout cas, moi, dans mon centre, on obtient assez facilement l'autorisation, il faut le dire, et en 48 heures, on peut traiter son patient. Et puis, il y a quand même quelques inconvénients aussi, notamment, on sait qu'il y a un surrisque infectieux, on l'a vu, même si aujourd'hui, on arrive quand même plus à le maîtriser avec l'apport systématique d'immunoglobuline polyvalente. Et puis, c'est un médicament, par opposition au CAR-T, qui se fait à durée continue, une fois par semaine au début, avec une escalade de doses qui se fait dans pas mal de centres, je pense encore, en hospitalisation. Et puis, bon, après, on a quand même tendance à espacer à tous les 15 jours, à une fois par mois. Mais voilà, c'est vrai que si le patient peut être éligible CAR-T, probablement lui proposer le CAR-T anti-BCMA. Sinon, on se dirige vers l'anticorps bispécifique à ce moment-là. Et voilà ce que je disais sur les effets secondaires. Après, avec les bispécifiques, qui sont globalement les mêmes que le CAR-T, c'est le CRS au début lors de l'escalade de dose. Et puis sinon, on a cette administration continue et un peu un surrisque infectieux.
Alors justement, quelles sont les contre-indications aux bispécifiques? Alors, les C'est un peu contre-indications, compliqué hein, parce que quand même on Ouais. a un accès extrêmement large et il c'est faut très reconnaître que beaucoup de compliqué. malades bénéficient des bispécifiques quand même. C'est très compliqué parce que théoriquement, il n'y en a pas beaucoup de contre-indications bispécifiques. Mais un patient qui a des antécédents infectieux importants Mm. avant, un patient très âgé qui est pas fit, qui peut mal réagir au CRS. Alors, il y a beaucoup moins de CRS dans les bispécifiques qu'avec les carticelles. Mais tout ça, ce sont des populations de patients chez qui on va vraiment hésiter pour faire des bispécifiques. Mais l'ouverture est plus large pour les bispécifiques que pour les carticelles et moins de contre-indications. Moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Marc, sur quand même la notion du risque infectieux. On a eu quelques patients, le patient qui s'infecte de façon un peu chronique, ou peut-être le patient BPCO avec de l'emphysème pulmonaire, etc. Quand même un gros point de vigilance là-dessus, puisqu'on le sait, hein, il y a eu des infections mortelles hein, avec les bispécifiques, même si je le disais aujourd'hui, quand même, il faut pas le nier, on a une tendance à une nette amélioration, parce qu'on sait mieux maîtriser cela, hein, avec des prophylaxies systématiques, avec les immunoglobulines polyvalentes, comme je le disais tout à l'heure. Mais sinon, c'est vrai que moi, pareil, hein, pas vraiment de contre-indication. On peut le proposer à des patients encore un peu plus âgés, mais voilà, grosse vigilance sur le risque Alors infectieux. Encore, je crois que c'est 88 ans. alors moi j'en ai un plus vieux sous bispécifique. Hein. Bon, on a beaucoup de questions parce que ça suscite beaucoup d'intérêt, parce que tout ce qui est nouveau, bah, ça suscite l'intérêt, et puis on n'en a quand même pas beaucoup parlé dans le passé dans ces émissions. C'est les modalités pratiques d'utilisation, par exemple, du sélinexor, donc qui est maintenant facilement accessible pour nous, tous pour les malades en France. Donc c'est un médicament oral, mécanisme d'action tout à fait original. Donc là, le risque, je dirais, de cross-résistance avec tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a évoqué n'existe pas en théorie. Alors, je précise, l'AMM, c'est en combinaison avec le bortezomib dexaméthasone. C'est peut-être pas le truc le plus sexy qui existe, néanmoins, il y a des études et des résultats disponibles en combinaison avec pomalidomide, avec carfilzomib, SPD, SKD. SVD, et je sais que la créativité, entre guillemets, des hématologues, elle n'a pas de limite. Donc aujourd'hui, que ça soit en bridging ou que ça soit en alternative éventuelle à l'immunothérapie, Arthur, je sais que vous avez participé beaucoup dans votre centre à Poitiers au programme d'enregistrement, hein, que ce soit Boston, Storm et puis d'autres. Comment on l'utilise? Quelles sont vos recommandations? En effet, on avait participé à l'essai Boston, donc l'essai de phase 3, sélinexor, bortezomib, dexaméthasone contre bortezomib, dexaméthasone. Alors, je crois que depuis, en pratique, on a un peu progressé aussi sur le management de cette toxicité. Donc, je rappelle la toxicité principalement digestive, avec des taux de nausée qui sont assez importants quand même, une perte de l'appétit. Et puis, il y a eu toute une problématique sur la dose du sélinexor, hein. Dans le premier essai, l'essai de phase de Storm, on était sur du 80 mg 2 fois par semaine, donc du 160 mg hebdo. Dans Boston, on était sur du 100 mg. Aujourd'hui, en pratique courante, on a plutôt tendance à donner du 80 ou du 100 mg. Et puis, il faut une prophylaxie antiémétique systématique. C'est vrai qu'en tant que médecin qui voit principalement des myélomes, on est peut-être moins sensibilisé que nos amis lymphomanes sur la prophylaxie antiémétique, mais je crois qu'avec ce médicament, il faut réapprendre à avoir ce réflexe. Il ne faut pas hésiter à donner de l'ondescentron, du Zofren, voire même de l'aprepitant, hein, qu'on donne. En tout cas, moi, je le donne à mes patients autogreffés. L'aprepitant, c'est 125 mg J1, 80 mg J2, J3. Donc voilà, avec ça, avec un bon renfort sur l'antiémétique, parfois quelques milligrammes de cortisone peuvent aider un petit peu et puis augmenter progressivement la dose. Je pense que c'est un peu les clés du management du sélinexor. Alors, ça, Oui, c'est important de préciser ça, Arthur, ce profil d'effet secondaire, tout en sachant, alors ça altère bien évidemment la qualité de vie des malades, personne n'aimerait avoir des nausées terribles et puis perdre d'appétit, donc du coup on perd du poids, donc c'est peut-être pas extraordinaire, même si la dexaméthasone, ça ouvre l'appétit en général, en tout cas ce que disent les malades. Néanmoins, on est loin quand même des effets secondaires qui menacent le pronostic vital
comme on a pu voir des limpes, des JC virus avec des bispécifiques ou des pneumopathies graves, hein. Jean-Marc? Non, je disais que oui, il faut. Les deux sont recommandés, ils sont dans les recommandations d'ailleurs du Sélinexor d'avoir les deux, systématiquement, les deux antiémétiques majeurs, plus de la cortisone, hein, comme disait Arthur. Euh, il y a aussi une toxicité hématologique à prendre en compte, hein, au fur et à mesure, notamment sur les plaquettes. La Voilà, thrombopénie, en effet. sur les plaquettes. Il faut la prendre en compte aussi, mais pour la qualité de vie du patient, je crois qu'il ne faut pas hésiter à donner massivement les anti-émétiques dès le départ, pour qu'il n'ait pas le temps de s'habituer aux nausées et se dire, c'est toujours pareil, quand on a des nausées une fois, on va se dire qu'on va les avoir tout le temps. Là, il faut casser un peu ce processus dès le départ. Et- Absolument, et ça a été démontré il y a presque 30 ans dans les cancers du sein. Les femmes qui reçoivent une chimiothérapie, qui ont une mauvaise expérience de la nausée, vont être très hésitantes à recevoir la deuxième cure. Et donc l'observance devient... donc ça, c'est extrêmement important ce que vous dites. Il y a l'aspect de la réduction de dose aussi. C'est vrai que dans le domaine du myélome, on a d'abord l'AMM, la posologie officielle. Et puis, bah, je pense par exemple au bortezomib. Dans l'AMM original, c'était 1,3 mg mètre carré 2 fois par semaine. Je crois que plus personne ne fait ça. Et puis c'était intraveineux, maintenant on fait du sous-cut. Le carfilzomib, tout à l'heure, je crois que vous êtes posé l'un et l'autre la question. Bah, l'AMM original, d'ailleurs la posologie, elle varie de 27, 36, 56, 70, 2 fois par semaine. Maintenant on fait du 70 1 fois par semaine. Là, Arthur, pour ce qui est des adaptations posologiques du sélinexor, quelles sont tes recommandations? Euh, Comme on le disait à l'instant, je pense que c'est important de commencer doucement puisque le premier cycle, il faut qu'il se passe bien parce que de toute façon, oui, pour y revenir, il va falloir que le patient n'ait pas une trop mauvaise expérience. Je pense que 80 mg, c'est une bonne dose pour commencer et puis ensuite on voit. De toute façon, voilà, les débats sur la posologie, je pense que la bonne posologie, c'est celle qui est efficace, mais aussi celle qui est la bonne et la mieux tolérée pour le patient. Donc après, voilà, essayer d'augmenter progressivement, mais je commencerai plutôt à un palier peut-être un tout petit peu inférieur. Ouais. Alors, j'ai une question piège pour toi, là. On va te laisser tranquille. Est-ce que c'est nécessaire d'augmenter la posologie? Ben justement, pas forcément. Je dirais que si on a une bonne réponse et que le patient le tolère bien, nous on le voit. Alors je reviens un peu sur les immunothérapies, mais je le vois avec les bispécifiques. On a très fortement espacé des médicaments comme le talquetamab, qui a aussi des effets secondaires, voilà, type de mucite, de problématiques cutanées, inguinales, qui altèrent vraiment la qualité de vie. Et en tout cas, nous, notre politique, c'est justement ne pas trop nuire et si, alors on est renforcé dans cette idée de diminuer les doses quand on est efficace. Je pense que voilà, face à un patient qui répond pas bien, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que si on a une efficacité assez rapide, comme ces médicaments souvent le proposent, eh bien, je pense qu'il faut réduire assez fortement et pas forcément augmenter derrière. Ouais. Ah oui, ben tu parlais du talquetamab. Bon, il n'est pas du tout dans le commerce, hein. Il est pour l'instant Mm, qu'en essai thérapeutique. Mais dans les nouveaux essais thérapeutiques, dès qu'on a une réponse oui. supérieure à la VGPR, paf, on diminue, on passe une fois par mois. C'est un peu, on tend vers ces schémas-là sur toutes les immunothérapies par bispécifique. Alors, vous avez cité tout à l'heure le risque de thrombopénie avec le sélinexor, et il y a une explication physiopathologique euh, très connue. On a une question d'un collègue par rapport à l'utilisation des agonistes TPO, genre L-Thrombopag par voie orale. Moi, je crois que c'est parfaitement faisable. D'ailleurs, c'est recommandé si vraiment on est dans des thrombopénies profondes. Un petit mot là-dessus, Arthur? Alors là, je suis pas du tout spécialiste et je les utilise pas trop. Et quand j'en ai besoin, j'appelle mon collègue qui fait des myélodysplasies ou du PTI qui m'aide un petit peu. Bon, alors Et oui, je vais t'aider. Tu peux appeler un ami. oui, Je vais j'appelle un être ton ami. ami. En fait, c'est recommandé. On peut utiliser les agonistes de TPO qui sont largement disponibles si on est vraiment confronté à une thrombopénie sévère. Hmm. Donc, alors effectivement, le docteur Jackie, toujours notre ami belge, qui répond à elle et elle dit, ça marche. Donc, bah, vous voyez, vous avez quand même une confirmation. Donc, oui, Arthur, pardon.
non, j'allais juste enchaîner en disant qu'on n'a pas parlé de Venetoclax, Eh qui bien, peut être justement, intéressant. puisqu'on a dit hors immunothérapie, parle-nous-en du Non, venetoclax. je pensais à ça parce que nous, récemment, on a fait des bridging justement avec le Venetoclax. Alors, je sais pas si on est les seuls, je pense pas qu'on soit les seuls à avoir fait ça, mais c'est un médicament qui peut se révéler très utile, même dans le myélo, même si on sait qu'il a pas d'AMM, mais Alors il là, il faut n'y a aucune AMM, pas du aucun tout d'AMM. Non. renforcement. C'est un usage, je dirais, Mais on l'a assez au cas par facilement. cas. Ouais, on l'a assez facilement puisqu'on peut le trouver en officine de ville. Donc nous, on détourne un petit peu cette prescription, mais ça peut s'avérer utile quand on disait tout à l'heure dans le choix de nos bridging, hein, qui peuvent être parfois un vrai casse-tête en RCP. Si le patient exprime une translocation 11-14, c'est Voilà. 15 à 20% des patients. Alors si on ne le connaissait pas, le statut 11-14 au diagnostic, on va avoir tendance, nous, à répéter le myélogramme, hein, et la rechercher. On peut le rechercher en fiche, hein, la 11-14, ou bien l'envoyer, nous, on envoie tout à Toulouse, à l'unité génomique du myélome. Et puis, moi, je pense que c'est une molécule qui peut s'avérer assez efficace. Alors, plus efficace encore en association, on le sait, qu'en monothérapie, mais nous, on peut l'utiliser. Et je voulais savoir si vous aussi, vous aviez cette expérience de Venetoclax comme ça, un peu en bridging pour les quartiers. Alors en bridging, pas trop, parce que nos patients Hmm, n'avaient pas la T11-14, mais chez les patients qui l'ont, c'est très très efficace. Donc tu as tout à fait raison, c'est une excellente idée de bridging pour ces patients-là, sachant que c'est une molécule qu'on peut très bien aussi concevoir de mettre après les CAR-T, quand on a, alors pas forcément systématique, mais quand on a une once de doute de rechute ou de reprogression, de pouvoir retraiter avec ça et ça marche. Alors, moi, mon rôle de modérateur, c'est aussi d'apporter un peu de la contradiction. Et puis, alors, il faut reconnaître que le venetoclax, surtout dans les 11-14, est un mécanisme d'action très bon et prouvé. Néanmoins, il y a quand même deux études de phase hmm, 3 qui sont avérées négatives. C'est pour ça, d'ailleurs, le médicament n'a pas l'AMM. Et il faut quand même donner être précautionneux concernant le risque infectieux, parce que oui. les études ont été négatives, non pas par problème d'efficacité, mais par une surmortalité infectieuse. Donc, juste une précision pour celui ou celle de nos collègues qui veut s'embarquer à donner du venetoclax à tout le monde. Ou mieux rester dans des cadres Hmm, plus, je dirais, classiques. Et donc, si aujourd'hui, on a une question de l'auditoire, à partir du moment où les malades sont triple réfractaires ou quadruple réfractaires en fonction de ce que vous avez utilisé, ou même pentaréfractaires, est-ce qu'aujourd'hui, vous préconisez le sélinexor en bridge à tous les malades et pour éviter d'utiliser des malades qui sont réfractaires? Est-ce que c'est une option que vous êtes posée? C'est une question de l'auditoire. Oui, oui, depuis tout à fait, hein, depuis qu'on sait que le Selinexor est disponible, c'est une question qu'on se pose chez ces patients-là, hein, en bridge. Ouais, tout à fait. Arthur? Oui, bah, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mécanisme qui est totalement différent des molécules qu'on a actuellement. Donc, je pense moi, je pense, mon opinion, c'est qu'on peut pas se passer de molécules qui ont des mécanismes innovants comme celui-là. Donc, non, ça reste une option dans l'arsenal qu'on a actuellement pour traiter le myélome. Donc, une option tout à fait valable et qui doit être discutée. Et dans l'idéal, il faudrait l'utiliser en association parce que ça marche quand même beaucoup mieux qu'en monothérapie. Et on se retrouve face à des patients qui, par exemple, n'ont pas reçu de Velcade depuis 10 ans peut-être, hein. Et Surtout les malades âgés qu'on a traités par du Mm. Daral-Index, à qui on a fait peut-être du PCD en deuxième ligne. oui, voilà. Et puis on sait que chez les patients, alors naïfs de bortezomib, les réponses et la durée de la réponse sont largement supérieures chez les patients qui sont déjà exposés récemment au bortezomib. Donc chez quelqu'un qui n'en a pas eu depuis de très nombreuses années, ça peut être une excellente association de bridge. Alors, merci Jean-Marc, parce que tu me fais penser qu'effectivement, dans le cadre de l'IACH, mais dans le Journal Club en anglais, on avait fait il y a quelques semaines un Journal Club sur le papier récent publié dans, je crois, European Journal of Hematology, et c'était notre ami Dimopoulos de Grèce, co-auteur, qui l'avait discuté avec
notre collègue de Turquie, Meral Beksak, et ce sous-groupe qui a reçu sélinexor, bortezomib, dexaméthasone chez les bortezomib naïfs, et en fait, quand on a reçu du DARA-VRD uniquement 4 ou 5 cycles et plus rien d'autre, on peut dire qu'on est naïf quelques années après. Les résultats sont assez remarquables. Mm. Je crois qu'il y a une PFS Alors là, on parle de bridge, on ne parle pas de PFS, mais je crois Oui, que oui, la oui, mais PFS, elle était de l'ordre de 20 mois ou 21 mois, un truc comme ça. Donc, ce qui est énorme à ce stade-là quand même. alors, on a une remarque quand je suis obligé de tenir compte donc, de notre collègue d'Albanie donc, qui se manifeste, le docteur Perola, et qui dit, bon, je tiens à vous souligner que l'accès aux médicaments, et on le reconnaît, il faut dire, que n'est pas le même partout. Et le corollaire à sa remarque, son commentaire, c'est qu'on a quand même pas mal de chance en France parce que toutes ces options de Carticel, de sélinexor, d'immunothérapie, ne sont pas disponibles partout. Dernière question avant de clôturer. Aujourd'hui, bon, j'ai bien compris, on privilégie les carticelles chaque fois que cela est possible. Les bispécifiques, c'est quand même largement répandu. Si on se met maintenant dans le scénario échec carticelle, échec bispécifique, pentaréfractaire, vous avez déjà grillé les cartes de l'immunothérapie, qu'est-ce qui nous reste? Il y a des molécules dont on n'a pas parlé. Alors, il y a le vénétoclax, bien sûr, hein, comme l'a dit Arthur, au cas où il soit T11-14 positif. Il y a des molécules dont on n'a pas parlé, comme la bendamustine, par exemple, Un alkylant? un alkylant, hein, qui peut résoudre pas mal de problèmes. Il y a le meflufène, pour ceux qui en ont déjà fait, mais avec des taux de réponse qui sont un peu moindres quand même. Nous, on est plutôt sur l'option bendamustine à ce moment-là. Mais on est vraiment là chez des patients très, très, très avancés dans leur maladie. Donc, dernier recours où on essaye de regarder quelles sont les molécules Mm. éventuellement à utiliser ou potentiellement efficaces. Arthur, une recette de Poitiers? Mais quelques vieilles recettes, en fait, finalement, on réutilise des molécules comme les alkylants, donc oui, aussi bendamustine, un peu de Ah, on melphalan. imagine qu'on a déjà épuisé le Oui, sélinexor. Vous voyez, je vous... exactement, exactement. Parce Ouais. que actuellement, oui, je pense que réfractaire anti-BCMA, je pense que là, la première option qui se discuterait, ça serait sélinexor si on ne l'a pas eu avant, évidemment. Mais par la suite, bah, quelques vieilles recettes, mais qui peuvent être utiles, qu'on a un peu abandonné maintenant en première ligne, hein, mais le melphalan, pas à dose de l'autogreffe, évidemment, mais les patients n'en ont quasiment jamais reçu aujourd'hui. Donc avec des schémas comme VMP, voilà, si plutôt en association à voir, un peu de cyclophosphamide, un peu de bendamustine. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut un peu se creuser les méninges en RCP pour trouver une option, mais on peut encore trouver des choses, je pense. Écoutez, mes amis, vous avez été vraiment extraordinaires. Vous avez répondu à toutes les questions. C'est quand même fascinant parce que à chaque fois, on me dit, mais pourquoi on fait autant de webinaires, de discussions sur le myélome? Mais regardez, à chaque fois qu'on fait une émission, bon, d'abord, la participation, elle fait exploser les compteurs et surtout, à chaque fois, il y a un truc nouveau à raconter. On a parlé de remboursement de l'IDCL, on a parlé de l'accès maintenant possible en ville au Sélinexor. On est en train de discuter de pousser les lignes. Tout ça, c'est quand même passionnant. Ce sont d'excellentes nouvelles pour les malades, pour les familles. Que je remercie tous pour leur confiance. Je salue tous les collègues qui se sont connectés de partout de la francophonie. Et vraiment, je vous assure, c'est vraiment de partout. Il faut savoir qu'on a même des francophones d'Espagne qui étaient connectés ce soir. Donc ça fait plaisir. Les collègues en Italie sont très francophones aussi. Donc tout cela me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à nos experts, le docteur Schiano de Colella de Marseille, le docteur Arthur Bobin de Poitiers. Et puis quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre émission de l'IACH. Merci à tous et bonne Bonne soirée. soirée Au à revoir. tous.